C'était un jeudi après-midi lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'avais pas enregistré mais que je reconnaissais quand même. J'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai entendu sa voix. « Saria, c'est ta mère. » 3 mots, et mon estomac s'est serré. Elle avait l'air plus joyeuse que dans mon souvenir. « Votre anniversaire de mariage est le week-end prochain, n'est-ce pas? Arlon et moi pensions que nous pourrions garder les enfants. Cal et toi méritez une soirée. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Au cours des 6 années qui ont suivi la naissance d'Eloin, mes parents ne s'étaient jamais proposé de garder les enfants. Pas quand les jumeaux sont arrivés en avance et que j'avais besoin d'aide pour marcher. Pas quand le père de Cal a subi une opération et que nous avons dû prendre l'avion à court préavis. Même pas pour une simple soirée en amoureux. « Vous voulez garder les enfants ?» ai-je demandé prudemment. « Bien sûr. Il est temps que nous soyons plus impliqués. » Son ton était trop désinvolte, trop lisse. Cela me mettait mal à l'aise. Quand j'en ai parlé à Cal plus tard dans la soirée, il a levé les yeux de ses carottes en train d'être épluchées, les yeux plissés. « Tes parents, ceux qui ne se sont pas présentés à la remise des diplômes de maternelle d'Elo parce que ça ne valait pas le déplacement ?» J'ai acquiescé. Elle a appelé ça une montée en puissance. Elle a dit qu'on méritait une soirée. Il n'a rien dit pendant un moment, il a juste continué à couper. Et tu la crois? Je ne sais pas, ai-je dit. Mais une partie de moi veut le croire. La partie qui regrette encore de ne pas avoir de mère. La partie qui se demandait si peut-être, juste peut-être, elle avait réalisé ce qu'elle avait manqué. Cal s'est essuyé les mains et s'est appuyé contre le comptoir. Je suis d'accord, mais seulement si on établit un plan. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à écouter la douce respiration des jumeaux à travers le moniteur. Ma mère n'avait pas demandé ce qu'ils aimaient manger. Elle n'avait pas posé de questions sur l'heure du coucher, elle a juste proposé de l'aide comme si les 6 dernières années ne s'étaient pas produites. Et pourtant, j'ai dit oui. Quand Eloin est né, j'ai envoyé un SMS à ma mère depuis le lit d'hôpital. Elle a répondu 2 jours plus tard avec un emoji au pouce en l'air. Content que tout se soit bien passé, a-t-elle ajouté. Pas de visite, pas d'appel, juste ça. Je me suis dit qu'elle était dépassée, que c'était peut-être difficile pour elle de me voir devenir mère alors qu'elle n'avait pas vraiment fini de l'être elle-même. J'ai trouvé des excuses pour ne pas avoir à ressentir la vérité. Quand les jumeaux, Bram et Jory, ont fait leurs premiers pas hésitants dans le salon, les parents de Cal étaient là à applaudir et à filmer avec des mains tremblantes. Odette et Arlon avaient été invités. Ils avaient répondu par le silence. C'est devenu une habitude. Des pièces de théâtre d'anniversaire à l'école, des visites du samedi qui n'ont jamais eu lieu. Des invitations suivies d'absence, puis de longues périodes de silence. J'avais l'habitude d'envoyer des mises à jour de photos, de petits collages de moments importants, de visages sales et de dessins bancals. Puis un jour, j'ai arrêté. Je ne saurais pas dire quand exactement, mais je sais que c'était après qu'Aloan ait demandé « Est-ce que mamie et papy ne nous aiment pas ?» Cette nuit-là, j'étais assise sur le porche pendant que Cal berçait Jory pour le rendormir. Il m'a rejoint, tenant le moniteur dans ses bras, et m'a demandé doucement « Pourquoi tu continues d'essayer ?»« Parce que je veux croire qu'ils se soucient de nous, ai-je dit. Parce que ce sont mes parents. » Il a tendu la main et a recouvert la mienne. L'espoir, c'est bien, mais si tu ne fais pas attention, ça se transforme en une forme d'automutilation. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé la cour sombre où la lumière du porche formait de petits îlots de chaleur sur l'herbe. Je détestais qu'il ait peut-être raison. Je détestais encore plus qu'une partie de moi espérait encore que cette offre de babysitting était réelle, qu'enfin peut-être il voulait être là pour quelque chose. Alors, quand Odette a envoyé un texto le lendemain pour confirmer samedi à 18h, j'ai répondu « Merci » et j'ai ajouté un smiley que je ne ressentais pas. Ils sont arrivés à 18h pile. J'ai même vérifié l'heure 2 fois, pensant que mon téléphone était peut-être en avance. Odette portait un chemisier corail que je n'avais jamais vu auparavant, vif et gai. Elle tenait un récipient en plastique contenant quelque chose qui sentait vaguement le sucré. Arlon traînait derrière, un sac de sport délavé sur l'épaule. Des barres au citron faites maison, a annoncé Odette en entrant dans le hall. Je reconnaissais l'emballage du supermarché, même si elle avait essayé de le dissimuler avec du papier ciré. Pourtant, j'ai acquiescé et je les ai pris. Cal a aidé Bram à lasser ses baskets pendant qu'Eloin faisait fièrement visiter le salon à son grand-père, en lui montrant où elle avait accroché son dernier dessin. Arlon a souri poliment, mais ses yeux n'arrêtaient pas de se diriger vers le couloir.
Il a posé le sac de sport près du porte-manteau, puis s'est légèrement déplacé, presque inconsciemment, de sorte qu'il se tenait devant. Je l'ai remarqué. Je me suis dit de ne pas y voir de signification cachée. Peut-être qu'il contenait juste son pyjama et une brosse à dents. Peut-être qu'il était gêné que le sac soit si usé. Pourtant, je n'arrêtais pas de le surprendre en train de jeter un coup d'œil au sac pendant qu'Odette complimentait les plantes d'intérieur et demandait à Éloin lequel des jumeaux était le plus vif. Nous avions déjà affiché les instructions pour l'heure du coucher sur le réfrigérateur. Cal avait relu les contacts d'urgence 2 fois. Odette a acquiescé, insistant sur le fait qu'il se souvenait de ce que c'était d'avoir de jeunes enfants. « On vous a élevé, non ?» a-t-elle dit avec un petit rire, en sirotant le thé que j'avais préparé. J'ai souri aussi, mais ça n'a pas atteint ma poitrine. Quelque chose dans la posture d'Arlon n'allait pas. Trop rigide, trop présent. Comme s'il gardait quelque chose au lieu de s'installer. Cal fermait sa veste et me poussait doucement vers la porte quand Odette a dit « Ne vous inquiétez de rien. On s'occupe d'eux. » J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. La main d'Arlon reposait sur la poignée du sac de sport. Il n'a pas bougé. Il n'a pas souri. Nous étions presque à la porte quand Cal a remarqué le sac qui était toujours maladroitement posé dans le couloir. « Tu veux que je le mette dans la chambre d'amis ?» a-t-il demandé avec désinvolture, en se penchant déjà pour saisir la poignée. « Non, Arlon » a hurlé Odette, plus fort que nécessaire. Il s'est avancé, la main tendue, mais Cal avait déjà soulevé le sac. « C'est bon » a dit Cal, clignant des yeux, essayant juste d'aider. Arlon a fait un autre pas, mais Odette lui a attrapé le poignet. « Laisse tomber » a-t-elle sifflé. Cal m'a jeté un regard que je connaissais bien, calme en surface, calculateur juste en dessous. Il a posé le sac sur le banc et l'a dézippé. Puis tout s'est arrêté. Il s'est figé d'abord, ses épaules se sont bloquées, sa respiration s'est coupée comme s'il avait avalé de la glace. Puis il s'est tourné vers moi, la voix basse, trop stable. « Va chercher les enfants. Appelle le 911. » Je n'ai pas bougé. « Quoi maintenant, Saria ?» Je me suis avancé et j'ai regardé à l'intérieur. Il y avait des bobines de corde, 2 rouleaux de ruban adhésif, une bouteille à moitié pleine de Benadryl pour enfants, 3 petits flacons de médicaments sur ordonnance dont les étiquettes avaient été arrachées, et au fond, une arme de poing enveloppée dans une serviette. À côté, 3 minuscules valises, une rose avec des étoiles, une bleue avec des dinosaures, une verte avec des fusées, chacune étiquetée en lettres majuscules, Éloin, Bram, Jory. Ma bouche s'est asséchée instantanément. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je murmuré. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. L'expression d'Odette s'est fissurée. « Tu réagis de façon excessive. » Arlon a levé légèrement les mains. « Laissez-nous nous expliquer. » Cal s'est interposé entre eux et les escaliers, tout son corps vibrant de tension. « Restez où vous êtes. » J'ai attrapé mon téléphone avec des doigts tremblants. J'entendais les jumeaux rire à l'étage, et loin fredonnant dans la salle de jeu. Odette a fait un pas vers moi. « Saria, ne sois pas stupide. » J'ai reculé. « Je m'appelle Saria Renval. Mes parents sont chez moi avec des armes et des sédatifs. Veuillez envoyer la police immédiatement. » La répartitrice m'a demandé quelque chose, mais je ne l'ai pas entendu. Je ne pouvais que regarder le sac de sport discret qui était là toute la soirée, à attendre. La voix de la répartitrice était calme, demandant mon adresse, la nature de l'urgence, si quelqu'un était blessé. Je lui ai donné les détails en morceaux, la gorge sèche, les mots se coinçant en sortant. Elle m'a dit que des agents étaient en route. Arlon a bougé en premier. Il s'est dirigé vers les escaliers, vers les enfants. Cal l'a bloqué avec les 2 bras. « Ne le faites pas » a-t-il dit. « Ne faites pas un pas de plus. » Arlon s'est figé. Son visage avait changé. Plus surpris, mais calculateur. Froid. Vous ne comprenez pas ce que nous essayons de faire. Vous avez apporté de la corde, a dit Cal. Et des drogues, ai-je ajouté, ma voix tremblant maintenant, forte d'incrédulité. Et une arme. Vous avez apporté une arme dans ma maison. La bouche d'Odette a tressailli. Pour nous protéger, a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. De qui, ai-je demandé. De tous ceux qui essaieraient de nous empêcher de faire ce qui est juste. Ce qui est juste, ai-je répété. Je me suis interposé entre eux et les escaliers. Qu'est-ce que vous comptiez faire exactement?
Les yeux d'Odette brillaient. Il mérite de savoir qui nous sommes. Il mérite du temps avec nous. Du vrai temps, pas filtré par votre jugement. Alors, vous alliez les emmener, ai-je demandé, plus doucement maintenant. Sans nous le dire? Nous avons laissé un mot, a dit Arlon. Il est dans la poche latérale. Cal s'est penché, a sorti un morceau de papier plié. Son visage s'est crispé en lisant. Puis il me l'a tendu. Nous prenons ce qui nous appartient. Vous les avez eus assez longtemps. N'essayez pas de nous arrêter. Odette pleurait maintenant, mais c'était tordu, plus de la rage que du remords. Vous les avez montés contre nous. Vous avez laissé ses parents être les seuls qu'ils connaissent. Je les fixais. Vous aviez 6 ans. Invitation de pitié, a rétorqué Arlon. Toujours selon vos conditions. Nous n'étions jamais vraiment les bienvenus. Des sirènes ont commencé à hurler au loin. Cal et moi n'avons pas bougé. Nous nous sommes tenus entre eux et les enfants. Je me fiche que vous pensiez que c'était justifié, ai-je dit. Vous avez emballé des drogues et de la corde et des valises de la taille d'un enfant. Vous étiez prêts à disparaître avec eux. Nous n'allions pas leur faire de mal, a murmuré Odette. Vous l'avez déjà fait, ai-je dit. La lumière rouge et bleue a éclaboussé nos fenêtres de devant. Des pneus ont crissé dans l'allée. La porte d'entrée s'est ouverte en grand alors que des policiers affluaient avec des armes levées. Au moment où la police est entrée, Arlon s'est avancé, essayant de s'affirmer. C'est un malentendu, a-t-il dit, tendant les mains, paume vers le haut. Nous sommes leurs grands-parents. Nous sommes autorisés à être ici. Un policier l'a dépassé et a pointé le sac du doigt. C'est à vous? Je l'ai emballé, a dit Arlon. Nous devions juste passer la nuit. Odette pleurait maintenant, ses épaules tremblant alors qu'elle s'accrochait au bord de la table d'entrée. C'est absurde, a-t-elle haleté. Nous essayons juste de passer du temps avec nos petits-enfants. Ce n'est pas un crime. Cal s'est tenu silencieusement près des escaliers, les bras tendus comme une barrière. J'ai regardé l'un des policiers dézipper le sac, sortant complètement les articles un par un, la corde, le ruban adhésif, les flacons, l'arme. Le policier nous a regardés. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? Je lui ai tendu le mot, celui de la poche latérale. Les mots étaient nets, délibérés, tapés en majuscules. Nous prenons ce qui nous appartient. Vous les avez eus assez longtemps. N'essayez pas de nous arrêter. La mâchoire du policier s'est serrée. Il l'a passée à son partenaire. Un autre policier a doucement déplacé Odette sur le côté alors qu'elle gémissait quelque chose à propos de la trahison. Elle a toujours été comme ça, a rétorqué Odette, en me montrant du doigt. Ingrate. Repliée sur elle-même. Nous avons essayé de l'aimer, et elle nous a fermé la porte, et maintenant elle empoisonne aussi nos petits-enfants. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. La voix d'Arlon a coupé ses sanglots. Vous lui avez donné trop de pouvoir, a-t-il dit au policier. Nous sommes leur sang. Cela devrait vouloir dire quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça marche, a répondu un policier, tirant déjà des attaches de câbles de sa ceinture. Nous n'avions pas l'intention de blesser qui que ce soit, a insisté Arlon, sa voix s'élevant. Maintenant, nous voulions juste du temps. Du temps loin de cette version tordue d'une famille qu'elle a construite. Cal a laissé échapper un souffle bas. Vous alliez les droguer? Odette a hurlé. Il ne s'en serait même pas souvenu. Nous aurions rendu ça facile, doux. Nous les sauvions d'eux. De quoi étais-je sur le point de demander? Des histoires du soir et des arroseurs dans la cour, d'être aimé d'une manière qui n'avait pas besoin de l'obéissance comme preuve. Au lieu de cela, j'ai juste reculé et laissé les policiers faire leur travail. Alors qu'ils les emmenaient, j'ai croisé le regard d'Arlon. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose y vaciller. Pas du remords, pas du regret, juste une blessure, comme si nous l'avions lésé en l'arrêtant. Après leur départ, un policier est resté. Il nous a fait asseoir, a posé des questions, a pris des photos, a recueilli des preuves. À l'étage, Éloin a jeté un coup d'œil hors de sa chambre, les yeux grands ouverts et effrayés. Je l'ai prise dans mes bras. Ça va aller, ai-je murmuré. Nous sommes en sécurité maintenant. Mais en la serrant dans mes bras, j'ai réalisé quelque chose de vif dans ma poitrine. Ils n'étaient pas venus pour une visite. Ils étaient venus pour un enlèvement, un remplacement, un sauvetage, comme ils l'appelaient dont nous n'étions jamais censés revenir. Le lendemain,
un détective nommé Alvarez était assis à notre table de cuisine avec un ordinateur portable ouvert et une pile croissante de documents étalés entre nous. Son visage est resté impassible, mais la façon dont il tapait sur son stylo montrait clairement qu'il retenait son dégoût. Ils avaient prévu ça depuis des mois, a-t-il dit, en tournant l'écran vers moi. Il y avait un contrat de location pour une propriété au Nouveau-Mexique, 6 mois payés d'avance sous le nom de jeune fille d'Odette. Ce n'était pas un condo, comme il l'avait prétendu. C'était un ranch isolé à 45 minutes du supermarché le plus proche. Nous avons trouvé un box de stockage à leur nom, a ajouté Alvarez. À l'intérieur, il y avait des fournitures de survie, des manuels scolaires et un deuxième ensemble de valises. Plus grandes, de taille adulte, pas de billets de retour, pas d'adresse de réexpédition. J'ai regardé l'écran mais je n'arrivais pas à cligner des yeux. Il a cliqué à nouveau. Ils ont également recherché comment faire oublier un traumatisme aux enfants et l'enseignement à domicile légal dans les pays sans extradition vers les États-Unis. J'ai appuyé mes mains à plat sur la table pour les empêcher de trembler. Nous avons également récupéré 3 faux passeports, les photos des enfants, des noms différents, des dates de naissance différentes. Il a fait glisser le dossier vers moi. Je ne voulais pas regarder, mais je l'ai fait. Et loin était Catherine. Bram était Michael. Jory était David. Il les avait renommés, avait réécrit leur début. Ils n'avaient pas seulement l'intention de disparaître avec nos enfants. Ils avaient l'intention de réécrire qui ils étaient. Ils n'avaient jamais prévu de les ramener, a dit Cal doucement. Alvarez a acquiescé. Tout ce que nous avons trouvé appuie cela. J'ai pensé aux valises, aux dessins gribouillés des loins sur le réfrigérateur, aux brosses à dents des garçons côte à côte, à la façon dont tout cela aurait disparu du jour au lendemain, remplacé par le silence et une note qui osait les appeler les leurs. Odette ne voulait pas seulement voler du temps. Elle voulait voler l'identité. Les élever à nouveau, cette fois correctement, sans moi, sans nous. Alvarez a rangé ses affaires et a promis de nous tenir au courant au fur et à mesure que l'affaire avançait. Cette nuit-là, je me suis assise sur le sol devant la chambre des enfants longtemps après qu'ils se soient endormis, incapable de bouger. Je n'arrivais pas à arrêter de penser à ce qui aurait pu se passer si Cal n'avait pas ouvert ce sac. Il n'allait jamais se contenter d'emprunter nos enfants. Ils allaient nous effacer, et ils avaient presque réussi. Le procès a commencé 3 mois plus tard. À ce moment-là, les enfants dormaient à nouveau toute la nuit, et nous avions changé toutes les serrures de la maison. Pourtant, je sursautais chaque fois que le téléphone sonnait à l'improviste. Dans la salle d'audience, Odette paraissait plus petite que dans mon souvenir. Cheveux tirés en arrière, poignets ballants sur ses genoux. Elle pleurait souvent. Son avocat l'a dépeinte comme une grand-mère en deuil et incomprise qui a fait une terrible erreur par amour. Je voulais juste être une vraie grand-mère, a-t-elle dit à la barre, en tamponnant ses yeux. Ils ne nous ont jamais laissés entrer. Nous étions toujours à l'extérieur. Sa voix tremblait, mais je n'ai entendu aucun regret, juste une blessure. Puis ce fut le tour d'Arlon. Il s'est tenu droit, le menton levé, imperturbable. Ils portent mon nom, a-t-il dit. Ils sont à moi. Cette famille, elle a construit cette frontière qu'elle a tracée autour de nous. Ce n'est pas naturel. Un homme a droit à son sang. La procureure n'a pas bronché. Elle a présenté les preuves clairement, les faux passeports, le mot tapé à la machine, l'utilisation de drogue préméditée. Elle a montré au jury ce que je savais déjà. Ce n'était pas une dépression. C'était un plan. Quand j'ai été appelé à témoigner, je me suis concentré sur les faits. Je n'ai pas pleuré. J'ai parlé pour mes enfants, pas pour ma colère. J'ai décrit le sac, la façon dont Arlon se tenait devant, le regard dans les yeux de Cal quand il l'a dézippé, la façon dont Odette a tendu la main vers moi, non pas pour s'excuser, mais par droit acquis. Ils n'ont pas demandé, ai-je dit simplement. Ils ont pris. Le jury n'a pas mis longtemps. Coupable de tous les chefs d'accusation, tentative d'enlèvement, possession de substances contrôlées, possession d'armes à feu avec intention criminelle. La sentence viendrait plus tard. La salle d'audience s'est vidée lentement, les gens chuchotant autour de nous. Cal a pris ma main dans le couloir, mais je ne pouvais pas le regarder. J'ai regardé le long couloir à la place, au-delà des lumières bourdonnantes et de la peinture écaillée. J'avais passé tellement de ma vie à essayer de les rendre fiers, à essayer d'être quelque chose qu'ils pourraient enfin aimer. Mais depuis le début, ils ne voulaient pas de moi. Ils voulaient le contrôle. Même maintenant, ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils avaient brisé.
Et j'ai enfin compris, s'il ne m'avait jamais vu comme une fille, il n'aurait jamais pu voir mes enfants autrement que comme des trophées. 2 ans ont passé, mais le poids de cette nuit ne s'est pas dissipé. Il a juste changé. Éloin vérifie toujours les serrures de la porte avant de se coucher tous les soirs, sans faute. Elle appelle ça son super pouvoir. Nous la laissons faire. Nous ne parlons pas de la raison pour laquelle elle a commencé. Les jumeaux, qui ont maintenant 5 ans, ne se souviennent presque de rien de tout ça. Parfois, j'envie ce genre d'oubli. Nous n'avons jamais déménagé. Cal et moi en avons parlé une fois, mais finalement nous sommes restés. Nous avons changé les serrures, ajouté des caméras et repeint tous les couloirs. Il y a un certain confort à reconquérir le même espace qu'ils ont essayé d'envahir. Des lettres arrivent encore de la prison. Toujours adressées de l'écriture d'Odette, parfois une carte postale, parfois 10 pages. J'avais l'habitude de lire les premières lignes. Maintenant, je ne les ouvre même plus. Cal les brûle dans la cour sans dire un mot. Le mois dernier, j'ai rendu visite à ma cousine Muriel. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Elle a déménagé au Colorado quand elle avait 19 ans pour échapper à l'emprise d'Arlon. Je lui ai posé des questions sur lui, sur ce qu'il était quand elle était petite. Elle n'a pas hésité. Il pensait que les gens étaient censés être pliés à l'utilité. Il voyait la famille comme une terre, quelque chose à hériter et à contrôler. Je n'étais pas utile, alors je suis parti. J'ai été frappé par le fait qu'elle ne parlait pas avec amertume, juste avec clarté, une sorte de survie calme. J'ai envié ça aussi. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Cal était dans le jardin avec Jory et Bram, les aidant à sortir des carottes du sol. Éloin était assise à proximité avec un livre, les jambes repliées sous elle comme son père. Je les ai regardés depuis le porche et j'ai laissé le calme s'installer. La vérité, c'est que mes parents ne me manquent plus. C'est l'idée que j'ai d'eux qui me manque, la version que j'avais l'habitude de trimballer comme un secret. L'idée que peut-être un jour ils me verraient, pas seulement leur propre reflet, qu'ils choisiraient l'amour plutôt que l'héritage. Ils ne l'ont pas fait. Et j'apprends à vivre avec ça, parce que certaines histoires se terminent en feu, et d'autres en silence, des lettres non ouvertes, des noms qui ne sont plus prononcés. Nous ne nous habillons plus ou ne faisons plus de réservations. Notre anniversaire de mariage ne vient pas avec du champagne ou des chandelles. Il vient avec des crêpes, des promenades tranquilles et les 3 enfants empilés dans notre lit avant midi. Cal appelle ça notre journée d'ancrage familial. Je pense que c'est le jour où nous nous sommes souvenus de ce qui compte et de ce qui ne compte pas. Ce matin, Bram a aidé à casser des œufs dans le bol et à renverser la plupart des coquilles. Jory a insisté pour porter le pichet de jus et a trempé ses chaussettes. Éloin était assise dans la véranda après le petit déjeuner, en train d'esquisser une image de notre cour. Elle nous a tous dessinés nous tenant la main. Elle a fait les arbres plus grands que la maison. Je me suis assise avec elle pendant qu'elle ombrageait le ciel. Elle ne m'a pas posé de questions sur mes parents. Elle ne l'a pas fait depuis longtemps. Je pense parfois au sac, celui qui était assis à notre porte comme un cadeau. Calme et discret, celui qui portait la vérité. Les gens pensent que le mal est bruyant, qu'il tempête et hurle. Mais parfois, il arrive tôt, souriant avec des barres au citron et des promesses. Éloin a levé les yeux vers moi pendant qu'elle coloriait. « Tu aimes ?» a-t-elle demandé. « Oui. J'adore ça. Pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est le tien. » Plus tard, nous avons planté un figuier dans la cour. Les jumeaux l'ont appelé capitaine. Je ne sais pas pourquoi, mais il pousse déjà têtu et vert et vivant. C'est ce que cette journée est maintenant. Pas une célébration du mariage, mais de la présence, de choisir chaque jour de protéger ce que nous avons.